d'abord, je vais commencer par les concepts. Le printemps arabe, ce n'est pas un concept arabe. C'est un concept qui a été créé, inventé en France et dans les pays anglo-saxons, Arabic Spring. Ce n'est pas notre concept. Donc, encore une autre fois, c'est l'occidentalo-centrisme, si vous voulez, qui détermine même nos concepts et qui décrit nos révolutions, nos événements à sa manière. Donc, le printemps arabe, ce n'est pas un concept arabe. C'est un concept qui vient de l'extérieur, c'est un concept occidental. Deuxième concept aussi qui pose une problématique, c'est le concept de la révolution. On ne s'arrête jamais. C'est quoi une révolution? Est-ce que ce qui s'est passé en Tunisie, c'était une révolution ou non? Mais non, jamais. Voilà, c'est une révolution. Non, ce n'est pas une révolution. Bon. On a plusieurs, évidemment, écoles qui ont traité le concept de la révolution, le fonctionnalisme, l'analyse systémique. Mais moi, puisque ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas au plan théorique qu'on va parler du concept de la révolution, je vous dis qu'il y a deux tendances générales. La première, c'est l'école marxiste, si vous voulez. Et une révolution, c'est la passation du pouvoir d'une classe à une autre. La Révolution française de 14 juillet 1789, c'est la révolution de la bourgeoisie qui a éliminé la classe féodale, la classe noble. Ça, c'était une révolution. La révolution bolchevique, c'est la classe prolétarienne, entre les guillemets, qui a pris le pouvoir d'une autre classe. S'il n'y a pas une passation d'une classe à une autre, donc il n'y a pas une révolution. Un coup d'État, un soulèvement, ainsi de suite. Pour les sciences politiques américaines, par exemple, une révolution, c'est ça. C'est la chute d'un régime, d'un clan. C'est ça, c'est tout. Ce qui s'est passé en Tunisie, selon les sciences politiques américaines, c'est une révolution, puisqu'on a eu la chute de Ben Ali. On ne s'intéresse pas au contenu sociologique et économique de cette révolution, mais c'est la forme qui nous intéresse. Les Américains, ils ont beaucoup travaillé, ils sont très, très, très avancés par rapport aux Français, par exemple. Ils ont les meilleures écoles en sciences politiques, et ils sont très empiriques aussi. Ils essaient de dégager des lois, de comprendre le phénomène comme il est. Et ils ont produit plusieurs théories, modèles théoriques, des grands titres, des grands auteurs comme Charles Tilly, Ketan Paul, Aspect Crazy, Della Portela et Ted Gogg, ainsi de suite. Je vais proposer un modèle théorique. Le modèle de Charles Tilly, je l'adopte et j'essaie parfois de trouver une adaptation à notre culture, à notre société arabo-musulmane. Le modèle de Charles Tilly de la révolution. Pour lui, la révolution a deux séries de facteurs. Ce que nous appelons les facteurs lointains, indirects, et les facteurs directs. Les facteurs directs composent ce que nous appelons la situation révolutionnaire. Revolutionary situation. C'est quoi? Par exemple, la situation révolutionnaire en Tunisie se trouve entre deux dates. C'est le 17 décembre 2010 jusqu'au 14 janvier 2011. Ça, on appelle ça la situation révolutionnaire. Pas avant, pas après. C'est jusqu'à la chute du pouvoir. La même chose en Égypte a duré presque 3 mois. En Syrie, ça dure depuis longtemps, ainsi de suite. Alors, on va parler des facteurs lointains, évidemment, mais peut-être rapidement, c'est quoi la situation révolutionnaire? Il faut la présence de 3 facteurs en même temps pour qu'une révolution gagne. Premièrement, la radicalisation de l'opposition vis-à-vis des régimes. Ça veut dire que l'opposition populaire ne veut pas de réformes. Ben Ali a donné des concessions, je suis prêt pour les réformes. Non, on ne veut pas des réformes. Stop aux réformes. C'est la radicalisation de l'opposition. Deuxième facteur, ce sont les divisions au sein des élites au pouvoir. Pour ce facteur, par exemple, jusqu'à nos jours, on ne connaît pas la vérité, ce qui s'est passé exactement en Tunisie. J'étais le 12 janvier sur l'antenne de la télévision suisse, romande suisse, Léman Bleu, le 12 janvier, pas le 14. Le 12, le timing, c'est très important pour les déclarations. Hein. Donc le 12, j'ai dit, Ben Ali, c'est fini. Parce que l'armée se fraternise avec les manifestants et il y a eu des divisions au sein des élites. Je n'ai pas des informations, mais j'ai la théorie, j'ai le modèle théorique. Il y avait des défections, des ministres, des ambassadeurs qui ont lâché Ben Ali.
La même chose pour l'Égypte, la même chose pour Kadhafi, la même chose pour Bachar relativement, parce que Kadhafi aussi, son bras de roi, le ministre des Affaires étrangères, et le responsable de sécurité, il l'a quitté. Moussa Kous, son ambassadeur à New York, il l'a quitté. Donc les défections, les divisions syndicalistes, évidemment, le troisième élément déterminant pour qu'une révolution gagne ou ne gagne pas, c'est le rôle de l'armée. Il n'y a pas de révolution contre les armées. Il n'y a pas. On ne peut pas gagner une révolution contre une armée disciplinée, déterminante, et qui veut protéger le régime. On a, à travers l'histoire, Yazid a gagné contre Hussein, Al-Hassan. Vous pouvez avoir la popularité, les gens vous aiment, etc. Et juste en plus, mais si vous n'avez pas l'armée à côté de vous, au moins la neutralité de l'armée et la révolution ne gagne pas. Je pense que nous savons tous et toutes que par exemple les martyrs de 1978, janvier 78, ou 1984 sont plus nombreux que 2011. Mais pourquoi le régime de Bourguiba n'est pas tombé, le régime de Ben Ali est tombé? Bon, c'est deux facteurs. Les divisions syndicalistes au pouvoir et surtout, je souligne surtout, le rôle de l'armée. C'est pour cela, parfois il me dit, je suis trop militariste. Non, ce sont les sciences politiques. On ne fait pas des révolutions contre les armées. Le régime syrien, depuis le premier jour, j'ai dit le régime ne tombe pas. L'armée est avec le régime, donc le régime ne tombe pas. Il y a eu quelques défections, on a acheté quelques généraux, quelques colonels, et ça s'arrête là. Après, on va faire une guerre de l'extérieur, on va voir l'intervention étrangère, ça c'est une autre chose. On quitte les sciences politiques, on quitte la révolution en tant que boîte noire fermée vers une autre domaine, une autre sphère, ce sont les relations internationales. Donc, dans ce printemps arabe, on a eu en même temps les révolutions, les guerres civiles et les relations internationales, les interventions étrangères. Donc, c'est ça la problématique, elle est simple. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est du dynamisme interne ou c'est de l'intervention étrangère? Moi, je dis jusqu'où on a le dynamisme interne et jusqu'où on a l'intervention étrangère, parce qu'on a eu les deux, tout simplement. On ne peut pas dire que ces jeunes de Sidi Bouzid, Kafsa, Syrienne et Kasserine, elles ne sont pas sincères, elles sont manipulées par la CIA. Mais c'est impossible. Non, c'est vraiment le dynamisme interne, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais en même temps, on ne va pas dire que les officiers de la CIA sont en train de dormir, regarder à la télé ce qui se passe en Tunisie, en Syrie, en Yémen, ou en Libye. Non. Donc on va analyser ces deux facteurs. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être que vous avez vu, j'ai d'autres conférences sur le YouTube, pour les facteurs lointains. Parce qu'une révolution aussi, c'est l'explosion. C'est une accumulation des facteurs quantitatifs qui mènent à une transformation qualitative. Ça s'accumule, ça s'explose. Pour les facteurs lointains, on a dit alors, pour simplifier, une révolution a deux séries de facteurs, facteurs lointains indirect, et facteurs directs. Pour les facteurs lointains directs, le premier facteur déterminant, c'est l'explosion démographique qu'a connue le monde arabe. Soit en Tunisie, en Arabie Saoudite, on n'en parle plus. En Tunisie, par exemple, ils étaient presque 4 millions à l'indépendance, 3, l'Arabie Saoudite 2 millions, 3 millions. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ça compte plus que 27 millions. Nous, on est à 10. L'Algérie 35, 40, le Maroc la même chose. Donc il y a une croissance démographique très forte dans le monde arabe, et c'est toujours à travers l'histoire, toujours quand il y a une explosion démographique, il y a soit des révolutions, soit des guerres. Les analyses, par exemple, l'analyse des croisades, ce n'est pas parce que les chrétiens cherchent à dominer l'islam ou la revanche, non, parce qu'il y a une explosion démographique en Europe. Donc c'est l'expansion. D'autres politologues aussi disaient que Futuhat Islamiyya, c'est le fruit de l'explosion démographique qu'a connue la péninsule arabique. Donc, c'est